monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur toutes mes lectures du mois d'avril. Avril a été un mois dingue pour moi puisque j'ai eu l'occasion de lire 8 romans. Ça me rappelle la belle époque où j'avais le temps d'en lire 9 ou 10 quand j'étais pas encore maman. Donc autant vous dire que 8 romans, franchement j'étais plutôt épatée du score et très satisfaite de moi. Surtout que sur ces 8 romans, ben, ils sont pas tous complètement tout courts, hein. Il y en a certains qui sont quand même genre épais comme ça. Donc oui, je suis très satisfaite. J'espère que je vais réussir à être concise aujourd'hui en vous donnant mon avis sur mes différentes lectures. Parce que si vous saviez la journée marathon qui m'attend, là, j'ai 36 milliards de choses à faire. On est la veille du week-end d'anniversaire de Louise. Enfin, son anniversaire est passé, ça y est, elle a eu 3 ans cette semaine. Mais on le fête là à la fois samedi et dimanche. Et aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire, à la fois dans la maison et puis des rendez-vous extérieurs. Et là, autant vous dire que pour cette vidéo, je n'ai que 30 minutes à vous consacrer. Voilà. Alors, on commence évidemment par ordre d'appréciation avec la lecture qui m'a le moins plu finalement au mois d'avril. Et pour le coup, je vais être très succincte parce que ce livre, je vous ai déjà donné mon avis dessus lors d'un précédent vlog. C'est Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrell, auquel j'ai mis la note de 1 sur 5. D'ailleurs, si vous le souhaitez et s'il est encore présent, ce livre est d'ores et déjà en vente sur mon Vinted. Je monte d'un cran dans la notation avec la note de 2,5 sur 5. C'est la note que j'ai choisi de donner au 5e et dernier tome de la saga des chroniques de Michaela Lane. Alors en fait, je vous dis, dernier tome, ça a longtemps été le dernier tome qui a clôturé cette série. Sauf que là, j'ai entendu dire, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, que dans les mois à venir va sortir un tome 6, fièvre de je sais pas quoi, voilà. Donc c'est la suite du premier cycle en tout cas. Je sais que l'auteur a écrit d'autres choses sur l'un des personnages secondaires, qu'elle en a fait un personnage principal d'une autre saga. Je ne me sens pas intéressée, je ne me sens pas suffisamment investie dans cette série pour avoir la curiosité de lire le reste de ce qu'elle a pu écrire. Voilà, moi je m'arrêterai là. Je vais revendre ma série d'ailleurs. Pour tout vous dire, j'ai acheté ce livre il y a pratiquement 10 ans. Et c'était encore à l'époque où j'achetais absolument tous les livres d'une série sans me poser une seule fois la question de est-ce que ça va m'intéresser et me plaire ce que j'achète. Maintenant, je ne raisonne et je ne procède plus du tout comme ça, c'est-à-dire que j'avance dans une saga un peu au compte-gouttes. C'est je lis un tome, il est cool, ok, très bien, je m'achète la suite. Et s'il me plaît pas, bah non, bah tant pis, je m'arrête là et je revends tout, quoi. Mais bon voilà, comme à l'époque je m'étais acheté les 5 tomes d'un coup, je les ai pas du tout lus en une seule fois, il m'a fallu des années pour venir à bout de cette série. Et voilà, j'ai lu l'avant-dernier tome l'année dernière et je me suis dit bon bah écoutez, je vais terminer cette année et voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est de l'urban fantasy et puis c'est difficile finalement de vous en dire beaucoup parce qu'il s'agit quand même d'un dernier tome. Je peux simplement vous dire que notre personnage principal c'est Michaela Lane. Elle est allée à Dublin dans le but d'enquêter sur l'assassinat de sa sœur. Et ce faisant, elle va découvrir un monde parallèle au nôtre, peuplé de failles, peuplé de grimoires maléfiques et autres artefacts magiques. Voilà, ce qui m'a chagrinée en fait dans ce livre, ce que j'ai tout de suite noté, c'est que c'est hyper dense. Déjà, je pense que c'est le tome le plus épais de la série. Alors oui, on a absolument toutes les réponses à toutes les questions qui nous ont traversé l'esprit à un moment ou à un autre de la saga, et ça, ok, c'est chouette. Mais en fait, on a eu tellement de réponses, tellement de révélations et tellement d'éléments faisant avancer l'intrigue que je me suis sentie un peu flouée, je me suis sentie un peu baladée par l'auteur. J'ai eu l'impression finalement que les 4 premiers tomes n'étaient qu'une longue et pénible introduction à ce qui finalement est la série presque au complet contenue dans cet ultime tome, si vous voulez. Vraiment, ça m'a donné l'impression que voilà, il se passait franchement pas grand chose avant, quoi. C'était plus une mise en bouche. Et j'ai trouvé que du coup le rythme de la série dans sa globalité était hyper bancal et ne fonctionnait pas bien.
Et puis, j'ai pas été vraiment fan non plus de la relation qu'entretiennent les personnages de Mac et Baron. Alors, je sais que pourtant, c'est quelque chose qui est très plébiscité par les fans de la saga. Ce duo-là, cette romance entre ces deux personnages, moi personnellement, je la trouve hyper bizarre, hyper compliquée et finalement peu crédible. Et pour toutes ces raisons, eh bien, j'ai décidé de revendre là aussi ma saga sur Vinted. Allez, on est maintenant au-dessus de la moyenne. Je pars dans un 3 sur 5, un livre dont je vous dirai pas grand-chose dans cette vidéo parce que j'en ai longuement parlé et longuement débattu avec vous dans mon dernier vlog. Il s'agit du dernier Christelle Dabos, Ici et seulement ici. Je voulais le lire vraiment au moment de sa sortie, juste après l'avoir reçu, et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous ai pris en vlog et puis finalement j'ai échangé avec vous mes impressions au fil de ma lecture. Donc j'ai pondu comme ça une chronique hyper détaillée que vous pouvez consulter dans mon dernier vlog. Voilà. Donc sachez simplement que j'ai mis ce livre la note de 3 sur 5. Une autre série que j'ai terminée là ce mois dernier, c'est La communauté du sud de Charlène Harris, puisque j'ai lu le 13e tome. Alors il s'agit d'une relecture, puisque je sais pas, en tout cette série, j'ai bien dû la lire 4 fois dans son intégralité. Mais la dernière fois, ça remonte à franchement pas mal de temps, donc j'étais très contente de pouvoir relire une énième fois cette saga que j'aime beaucoup. Là aussi, on est dans de l'urban fantasy et j'ai vraiment cherché à faire durer le plaisir puisque, ben, vous le savez, je pense, je lisais un tome tous les 3 mois, donc ça allait pas chercher bien loin. Mais écoutez, moi ça m'allait très bien comme ça. Et puis voilà, du coup j'ai mis plusieurs années, mais ça y est, j'ai terminé la saga. Alors là aussi, que vous dire, vu que c'est un 13e tome, et bah c'est tout simplement la conclusion aux aventures de Suki. J'ai beaucoup aimé ce tome auquel donc j'ai mis la note de 4 sur 5. Ce qui m'a plu, c'est la réapparition d'antagonistes des tomes passés. J'ai trouvé que ça donnait vraiment du piment à l'intrigue, du peps à tout ça, une belle dynamique à ce dernier tome qui s'est lu avec beaucoup de facilité, surtout avec beaucoup de plaisir de mon côté. On a aussi l'apparition d'Amitsuki qu'on ne voit pas hyper souvent dans la saga et ça m'a fait chaud au cœur de les voir tous se liguer du côté de Suki pour la défendre face aux accusations de meurtre auxquelles elle doit faire face dans ce dernier tome. Si j'ai un petit bémol à émettre, le truc qui m'a fait ne pas mettre la note de 5 sur 5 à ce dernier tome, j'ai trouvé que la conclusion a intervenu un peu trop vite et il y a encore quelques questions qui se posent, il me semble, sur le futur, sur le devenir de certains personnages. Alors je sais qu'elle a sorti un livre, alors je suis pas sûre que ce soit dans la foulée de sa série, ça s'est peut-être fait plusieurs années après. Bref, peu importe, un livre qui nous permet de savoir ce que sont devenus les personnages, genre 10 ans après ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas acheté et j'ai pas cherché à le lire et je n'ai pas envie de le lire parce que d'après les avis que j'ai pu voir, c'est pas une histoire, c'est plutôt écrit sous forme de listing. Tel personnage, 2 points, il a fait ci, il a fait ça, il est devenu ci, il est devenu ça, voilà, ça fait trop liste. Et moi, c'est un format que je trouve un peu rébarbatif, voilà, qui ne m'intéresse pas franchement. Mais c'est vrai que je trouve quand même que ce tome-ci bonus qui est sorti a son utilité parce que réellement, je me suis posé quelques petites questions. Bah alors, et tel personnage, qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver par la suite? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a encore des choses à raconter de ce côté, vous voyez ce que je veux dire? Bref, autrement, pour ce qui est des choix sentimentaux de l'auteur, ça peut peut-être en étonner certains, en décevoir d'autres. Moi, je sais que lors de ma toute première lecture de la saga, donc qui remonte à franchement longtemps, j'ai été absolument déçue par les choix de l'auteur. Et comme quoi, moi aussi, j'évolue parce que maintenant, je trouve que c'est un choix qui est tout à fait justifié et tout à fait compréhensible. Voilà. Donc très belle lecture et puis déjà un petit peu nostalgique de dire au revoir à cette saga, même si je sais que ce n'est qu'un au revoir de quelques années, puisque nul doute que j'aurai l'occasion de relire une 5e fois la saga dans je ne sais pas combien de temps. Une autre lecture tout aussi réjouissante, c'est le tome 2 de la saga Les Ravenels de Lisa Kleypas, que j'ai là aussi eu l'occasion de lire avec Marie.
J'ai beaucoup aimé ce tome et je pense même que je l'ai apprécié en comparaison du premier tome. Là, dans celui-ci, on retrouve les personnages de Rhys et de Hélène qu'on découvrait vraiment longuement dans le premier tome. Je vous disais même, il n'y a pas très longtemps en lisant le premier tome, que j'étais très étonnée qu'un couple secondaire fasse une apparition aussi longue dans un tome qui finalement ne lui est pas consacré. Donc là, voilà, c'est au tour de ce couple phare de se retrouver vraiment sous les feux de la rampe avec ce tome 2. Et dans ce tome, Hélène essaie en fait de se rabibocher avec Rhys et de renouer leur fiançailles. Ça ne va pas se faire sans condition. Ce qui m'a plu dans ce tome, c'est le background. En fait, j'aime beaucoup quand Lisa Kleypas se concentre certes sur sa romance, mais nous permet d'en découvrir plus sur les mœurs de l'époque, le contexte historique, social de l'époque. Et là, en fait, elle met l'accent sur les débuts de l'accès du travail aux femmes, puisqu'on a un nouveau personnage qui fait son apparition, qui aura son tome qui lui sera consacré dans, je ne sais pas, 1 ou 2 tomes, quelque chose comme ça. C'est une femme médecin et du coup c'est amusant parce que ça choque beaucoup de monde dans le contexte là de nos personnages. Il y en a même certains qui sont assez réfractaires à l'idée de se faire soigner par une femme parce que selon eux, elle est bien moins douée et bien moins professionnelle que ne peut l'être un homme. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça hein, qui sont rajoutées à l'intrigue et que je trouve qui sont vraiment très intéressantes et qui étoffent en fait tout ça. J'ai beaucoup apprécié également l'intrigue qui s'est tissée autour du passé d'Hélène, qui était très intéressante. Et puis comme d'habitude avec cet auteur, les personnages secondaires, ils sont toujours hyper savoureux, hyper intéressants. En fait, elle arrive toujours à nous les rendre hyper attachants, à tel point qu'à chaque fois qu'on lit un tome qui leur est pas consacré, je peux pas m'empêcher de me dire « Oh, j'ai hâte de lire le tome sur tel et tel personnage » parce qu'ils ont l'air vraiment tellement chouettes, vous voyez. Elle a une plume vraiment très accrocheuse comme ça, Lisa Kleypas. Et puis si j'ai quand même un bémol à émettre, eh bien voilà, je dirais que c'est le côté un peu trop ingénu d'Hélène, qui est vraiment poussée à l'extrême par l'auteur et on se doute bien que voilà, les femmes de l'époque n'avaient pas autant d'informations que nous euh, sur la vie sexuelle, sur le fait d'avoir une vie sexuelle, sur la contraception, etc. Mais là, écoutez, c'est tellement poussé à l'extrême que ça en devient presque ridicule et peu crédible finalement. Voilà, mais bon, bref, c'est resté quand même une très belle lecture, une lecture vraiment divertissante. Encore un 4 sur 5 avec la lecture suivante. Décidément, il y en a eu beaucoup au mois d'avril, mais ce qui est plutôt très chouette parce que ça veut dire que j'ai globalement effectué de très belles lectures. Donc, je me suis lancée dans la suite de la série Les Enquêtes d'Anna Swenson, Meurtre et Charlotte aux fraises. C'est le tome 2 de la saga et ça faisait bien longtemps maintenant qu'il était dans ma pile à lire et que je n'arrivais pas à me dégager du temps ou à me dire allez maintenant tu lis le tome 2 et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que franchement j'avais beaucoup aimé le premier tome mais là celui-ci j'ai trouvé encore plus savoureux je pense, voilà. Alors, on est dans un cozy mystery et puis notre personnage principal s'appelle Anna. Elle est gérante du Cookie Jar, qui est un magasin qui vend des cookies mais qui fait aussi office de salon de thé. Et elle aime bien enquêter sur des petites choses diverses et variées. Bref, elle a vraiment pas les deux pieds dans le même sabot et elle a un bel esprit de déduction. Et là, elle va remettre ça parce que est organisée dans l'histoire de ce tome 2 une émission télé qui est un concours de pâtisserie auquel participe Anna. Et il va y avoir l'un des jurés de l'émission qui va être retrouvé assassiné. Et Anna va mener l'enquête, d'autant que va être suspectée la femme de ce monsieur qui s'est fait tuer, tout simplement parce que ce monsieur était un mari violent. Et forcément, la femme battue, c'est sur elle que vont peser les soupçons dans un premier temps. Et comme cette femme, c'est l'amie d'Anna, raison de plus pour Anna d'enquêter parce qu'elle veut absolument innocenter son amie et elle va mener l'enquête en compagnie de sa sœur cette fois-ci. J'ai trouvé que ce duo de personnages formait l'un des points forts de ce tome parce que j'ai trouvé très agréable et très appréciable que ces deux femmes qui s'étaient un peu éloignées avec le temps se soient autant rabibochées dans le premier tome à tel point que dans ce tome 2, voilà, elles se serrent vraiment les coudes
pour enquêter ensemble et innocenter leur ami. J'ai trouvé ça très chouette, ce format enquête en famille, voilà. Donc c'est un duo qui fonctionne bien et de la même manière, tous les personnages de cette série sont tellement attachants. On se sent bien en fait, hein. Même si on nous parle de meurtre, on se sent super bien dans ce tome. C'est ce qui en fait un cosy mystery. Les personnages, voilà, ils sont tous intéressants, ils ont tous quelque chose à apporter au texte, je trouve. On a tous envie de mieux les connaître et de les retrouver à chaque fois dans les tomes suivants. Et puis évidemment, il y a une ambiance hyper chaleureuse, hyper gourmande, hyper cosy. Voilà, c'est beaucoup lié à la profession d'Anna qui apporte beaucoup de gourmandise à ce texte grâce à l'écriture très parlante et très imagée de Johan Fluck qui est l'auteur de ce texte. Et par contre, si j'ai quand même des petits bémols à émettre, eh bien je dirais que pour moi l'enquête a manqué de surprise et que tout s'est résolu un petit peu trop vite, voilà, tout était un peu trop facile et peut-être un peu tiré par les cheveux également. Donc un petit manque de suspense à déplorer et une conclusion finalement assez fade, mais l'ensemble reste quand même suffisamment satisfaisant et chouette pour que je mette la note de 4 sur 5 à ce récit. Et puis j'ai déjà hâte de pouvoir lire la suite parce que c'est quand même très très agréable comme histoire. Bon, il me reste combien de temps? Oh bah écoutez, ça va, j'ai tracé. Encore un 4 sur 5 pour un livre que j'ai là aussi adoré. C'est À la recherche d'Alice Love. C'est écrit par Liane Moriarty. J'aime beaucoup cette auteure australienne. J'essaie de lire un livre d'elle par an. Et là, voilà, c'était autour de À la recherche d'Alice Love. Et franchement, c'était super chouette. Alors, pas de coup de cœur. Certains de ces livres m'ont valu des coups de cœur, d'autres pas. Là, j'en ai pas ressenti, mais j'ai quand même beaucoup aimé le thème de l'histoire qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Et je pense que c'est en partie ce qui a cherché à produire comme effet l'auteur. Alors, de quoi parle cette histoire? On nous parle d'Alice. Alice qui va faire une mauvaise chute à la salle de sport, elle va tomber sur la tête, elle va perdre connaissance quelques instants et quand elle va reprendre connaissance, eh bien elle est persuadée d'être enceinte, jeune mariée et fêter prochainement ses 30 ans. En réalité, son entourage va lui dire « Non mais là ça va pas Alice, hein, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital parce que t'es pas du tout enceinte, t'as 3 enfants, t'es mariée oui mais plus pour longtemps parce que t'es en instance de divorce et t'es pas du tout sur le point d'avoir 30 ans, t'en as presque 40. » Donc voilà, grosse perte de mémoire pour Alice qui a perdu d'un coup d'un seul 10 ans de vie. J'ai beaucoup apprécié la progression de la narration, parce que en fait Alice va récupérer petit à petit sa mémoire, elle va avoir des réminiscences grâce à des odeurs, grâce à la vue de quelque chose qui va lui faire tilt et on a comme ça une histoire qui est ponctuée de flashbacks qui vont nous ramener dans le passé d'Alice et ça va nous permettre à nous lecteurs de mieux comprendre ce personnage qui a l'air d'avoir énormément changé parce que c'est plus du tout la même femme qu'il y a 10 ans en arrière. Pourquoi n'est-elle plus comme elle était auparavant? Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre au fur et à mesure de la progression de l'histoire. La plume de Liane Moriarty est toujours aussi accrocheuse. On a toujours envie d'en savoir plus. Les pages se tournent toutes seules. Il y a du suspense dans cette histoire. On nous parle d'une histoire d'amitié, de la fin d'une relation. On veut en savoir plus. On se dit peut-être que voilà, elle est sur le point de divorcer parce qu'elle est allée voir ailleurs. Mais en même temps, connaissant Liane Moriarty, ça peut pas être aussi simple que ça. Donc on attend la chute qui inévitablement ne va pas manquer d'avoir lieu et c'est tellement satisfaisant. En plus de ça, on ne nous parle pas seulement d'Alice, on nous parle de sa famille et en particulier de sa sœur qui, je trouve, a un rôle aussi important qu'Alice dans ce roman parce qu'il y a bon nombre de parties de l'histoire qui lui sont consacrées et j'ai été touchée par cette sœur qui souffre de problèmes d'infertilité. C'est un thème qui est franchement récurrent, j'ai pas envie de dire à la mode, mais qui revient beaucoup en ce moment, je trouve, dans pas mal de lectures. Très probablement parce que les femmes qui écrivent ces livres se retrouvent à une période de leur vie où c'est un sujet qui les touche de près ou de loin. Voilà.
Moi je l'explique comme ça en tout cas. Mais voilà, là c'est encore un sujet qui est abordé. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, pas encore, j'ai l'impression de lire que ça. Et en fait c'est fait d'une manière tellement fine, tellement intelligente et tellement émouvante que c'est passé crème. Parfois je me suis retrouvée presque à suffoquer de douleur avec cette jeune femme qui souffre et qui s'est éloignée par la force des choses de sa sœur Alice. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. J'aime aussi ce texte parce que je trouve qu'il permet de se questionner sur soi-même. On peut le prendre au premier degré, une femme qui tombe et qui perd la mémoire, voilà. Mais on peut aussi le prendre, eh ben, avec plus de philosophie, si vous voyez ce que je veux dire, à nous questionner nous-mêmes finalement et nous dire eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces 10 dernières années? Est-ce que je suis celle que j'avais envie d'être il y a 10 ans? Est-ce que ce que j'ai fait me satisfait pleinement? Ça nous fait penser à nos propres objectifs de vie, voilà, tout simplement. Donc ce livre, à bien des égards, est extrêmement intelligent et débordant de sincérité. J'ai aimé prendre ce livre comme un puzzle dont on découvre différentes pièces au fur et à mesure. Pendant longtemps, j'ai cru que ça allait être un coup de cœur parce que voilà, je pense que même vous qui m'écoutez constatez de vous-même l'enthousiasme avec lequel je peux parler de ce livre. Mais non, c'est pas un coup de cœur parce que dans le dernier tiers, voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu chiffonné, ce qui fait que voilà, c'est un 4 sur 5, mais ce qui reste une note absolument très satisfaisante. Et puis alors, un coup de cœur, bah, j'en ai quand même eu un au mois d'avril. Ça a d'ailleurs été, je crois, ma toute première lecture du mois d'avril. Donc, ben, j'espère que je vais réussir à lui rendre justice à ce livre que j'ai vraiment adoré parce qu'entre-temps, ben, j'ai lu une bonne dizaine de bouquins. Hein. Là, je vous en ai présenté 7 autres en plus de celui-ci. Et puis là, le mois de mai, il est déjà bien entamé au moment où je vous filme cette vidéo. Donc, j'ai lu d'autres romans. Mais comment ne pas vous parler du tome 2 de cette trilogie absolument incroyable qui est Nevernight, les grands jeux de J. Christophe. J'ai relu le premier tome en début d'année que j'ai découvert en français puisque pour rappel, ma première lecture, eh bien, je l'avais lu en anglais. Donc en début d'année, je l'ai lu en français. Et je me suis dit, il faut que je lise cette trilogie au complet cette année parce que c'est tellement dense, tellement complexe. Il y a tellement d'intrigues, de complots, d'enjeux divers et variés que si je lis un tome par an, je suis capot. Hein. Faut que je recommence de relire à chaque fois le premier tome parce que sinon jamais je me souviendrai de tous les détails. Donc là j'ai poursuivi et c'est encore un coup de cœur. Ce deuxième tome est absolument magistral et je pense même qu'il est meilleur que le premier tome. Oui, oui, c'est possible. Donc là, dans cette suite, on a notre héroïne qui s'appelle Mia, qui continue de travailler pour l'Église Rouge en tant que tueuse, hein, puisque l'Église Rouge, pour rappel, forme des assassins que l'Église envoie aux 4 coins du pays pour répondre à des missions diverses et variées. Voilà, ce sont des espèces de tueurs à gages. Donc dans le premier tome, on suivait Mia qui faisait toute sa formation auprès de l'Église Rouge dans le but de venger son père qui a été assassiné, pendu en place publique pour avoir voulu fomenter une révolte. Et Mia a juré de se venger des 3 hommes responsables de la chute de son père. Dans ce deuxième tome, Mia va remettre en question les certitudes qu'elle avait sur l'Église Rouge, tout en poursuivant son chemin de la vengeance. Et pour ce faire, elle va pénétrer dans les arènes de Gladiati. Et alors là, c'était tout un nouveau monde qui s'offrait pour moi. Parce que vous ne le savez pas, mais je trouve que cette ambiance de gladiateur est fascinante. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Pour rappel, j'ai eu un double coup de cœur pour la duologie Aeternia, qui s'ancre un petit peu dans le monde des gladiateurs, mais s'en détache parfois, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le roman au complet dans les arènes de gladiateurs, c'est franchement dommage d'ailleurs. Mais là, ce qu'on appelle arène de gladiateurs et qui est arène de gladiati dans ce livre est omniprésent de la première page à la dernière. Et alors, c'est le sable, c'est la sueur, c'est le sang, c'est les combats par l'épée, c'est les combats à mort. Et alors moi j'étais mais waouh, j'étais mais
comme une gosse quoi, les yeux grands ouverts, incapable de lâcher ce texte. J'étais mais fascinée et parfois effrayée par ce que je lisais, parce que encore une fois, J. Christophe, il fait pas dans la dentelle, hein. Il nous abreuve de détails plus sanglants les uns que les autres, mais ça ajoute du réalisme à la chose et ça la rend encore plus effroyable. C'était dantesque. C'est toujours aussi sombre, c'est toujours aussi palpitant, rythmé, hyper dynamique. On a tellement de révélations fracassantes. À la fin de ma lecture, j'ai envoyé des messages à Marie, qui a lu ce livre il y a un moment, mais comme elle l'avait lu, j'avais besoin d'échanger en direct de ma lecture tellement... Il y a des choses que j'avais vues venir, hein, franchement. Mais alors il y en a d'autres, pas du tout. Et oh là 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 là, la vache, ça m'a tellement serré les tripes ce bouquin, c'est incroyable. Franchement, si vous êtes amateur de fantasy et de fantasy un peu dark, mais vous ne pouvez pas passer à côté de ce titre, c'est juste impossible. Ou alors franchement, vous ratez quelque chose, hein. C'est tellement dingue. Franchement, j'attends de lire le tome 3 pour vraiment me prononcer sur la trilogie dans son ensemble. Mais jusqu'à présent, c'est ma meilleure expérience de fantaisie de lectrice. Je n'ai jamais rien lu d'aussi bon que ça. Rien. Je veux dire, l'Assassin Royal, c'est génial. Mais à côté de ça, c'est peanuts, quoi. Ça, c'est dingue. C'est dingue. C'est absolument dingue. Et c'est sur cette triple répétition du mot dingue que je vais vous laisser. Quelle heure est-il ? Il est 9h25. Eh ben écoutez, j'avais dit une demi-heure. J'ai réussi à faire mon truc en 25 minutes, donc c'est très bien. Là, je vais pouvoir éteindre les spots, la caméra et filer chercher Félix parce que je commence la journée en l'emmenant chez l'ostéo. Et après, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse un gâteau d'anniversaire, il faut que, bon, les cadeaux sont emballés, mais il faut que je gonfle des ballons parce que je prendrai pas du tout le temps de faire ça demain matin. Donc voilà, du coup je vais vous laisser parce que vous l'aurez compris, j'ai plein de choses à faire. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que je vous aurai donné plein d'idées de lecture. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, déjà pour faire vivre la chaîne, et ensuite pour me dire eh bien, ce que vous avez pensé de ces lectures, si jamais vous les avez lues vous aussi. Voilà, je serais très heureuse d'échanger avec vous à ce sujet. Moi je suis très satisfaite globalement de mon mois d'avril parce que si ce n'est 2 lectures qui étaient un petit peu en dessous des autres, et ben tout le reste c'était absolument top. Donc j'espère que le mois de mai sera aussi bon. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est plutôt très bien parti. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!